En 2021, par une journée froide et ensoleillée, Marion propose à son compagnon la visite guidée du béguinage qu'ils avaient évoquée lors de leur premier rendez-vous. De la rue des Hirondelles, elle l'emmène jusqu'à la rue de Laeken, qu'ils traversent pour ensuite se diriger vers la gauche. Arrivée au coin de la première rue, Marion explique. « Voilà, c'était ici l'entrée du béguinage, comme tu peux le voir, indique Marion, le bras tendu en direction de la plaque de rue. En gros, il s'étendait d'ici jusque la rue du Canal, là-bas, à environ 300 mètres d'ici, dit-elle, utilisant les avant-bras pour dessiner les parallèles, et de la rue de Laeken au quai dans l'autre sens. Nous sommes dans la rue du béguinage, qui se prolonge au-delà de la place, dit-elle, tout en marchant. Il ne subsiste que 5 des anciennes maisons. 2 sont ici, dans la rue du Marronnier, montre-t-elle sur la droite lorsqu'ils arrivent au croisement, mais on ne les reconnaît pas, parce que les façades ont beaucoup changé depuis. C'étaient lesquelles ? Celle-ci, au numéro 3, juste à côté du restaurant, puis quelques maisons plus loin, au numéro 9. Je te montrerai les 3 autres tout à l'heure. Allons d'abord voir l'église. C'est l'une des plus anciennes de Bruxelles. Elle a d'abord été construite en style gothique, autour des restes d'une ancienne chapelle du XIIIe siècle. Après avoir été détruite à la fin du XVIe siècle, elle a été reconstruite en style baroque. La tour est superbe, regarde. Elle a été rénovée après avoir été complètement détruite par un incendie en novembre 2000. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle, approuve Paul. Apparemment, l'église compte quelques bons tableaux, mais il paraît que les meilleurs ont été pris par les Français pour le musée de Paris. Je ne sais pas si tu as envie de voir l'intérieur. Non, pas vraiment. Nous pouvons poursuivre la promenade à l'extérieur plutôt pour profiter de ce superbe soleil. D'accord. Je vais te montrer les 2 maisonnettes qui subsistent dans la rue du Béguinage, mais avant, regarde un peu la largeur de cette rue, dit Marion. C'est la rue de l'Infirmerie, complètement démesurée par rapport aux autres, parce qu'Henri Partous, l'architecte chargé de rénover tout le quartier, était obsédé par la symétrie. Du coup, la largeur de la rue correspond à la longueur de la partie centrale de la façade de l'hospice Pacheco que tu vois dans le fond. 9 mètres, si mes souvenirs sont bons, précise Marion, qui s'est remise à marcher en direction de la rue du Béguinage. Elle s'arrête à la hauteur des maisons au numéro 9 et 15-17 pour laisser à Paul tout le loisir de les regarder. Puis ils se remettent à marcher. Marion explique. Je vais te montrer le grand hospice, un somptueux édifice qui forme un immense parallélogramme. Les 2 belles entrées, situées l'une rue du Grand Hospice, l'autre rue du Canal, que l'on appelait rue des Baraques à l'origine, conduisent dans des cours carrées environnées de larges galeries bâties en pierre de taille et servant de promenoir. L'aile qui sépare les 2 cours comprenait le logement du directeur, le réfectoire, les cuisines, le quartier des domestiques, la lingerie, la buanderie et la pharmacie. Arrivé au coin de la rue, il tourne à droite pour revenir vers l'hospice, tandis que Marion poursuit son récit tout en attirant l'attention de son compagnon sur les détails architecturaux des bâtiments. Tu vois, ces maisons-ci ont aussi été dessinées par Partous, comme toutes celles qui entourent le grand hospice, mais bien plus tard. On reconnaît le goût de l'architecte pour la sobriété et la symétrie. Les arcades, les portes et les fenêtres bien alignées, les balcons. Partout, c'est la symétrie de l'extérieur qui prime sur la fonctionnalité de l'intérieur. Et là, je vais te montrer le petit jardin de la double maison que nous avons vu de l'autre côté dans la rue du Béguinage, ajoute Marion en l'emmenant vers le coude de l'angle formé par le rectangle de la place. C'est mignon, hein ? Oui, très. L'hospice des hommes est construit en style néoclassique
Et c'est la première grande réalisation d'Henri Partous, qui n'a que 28 ans à l'époque, tu t'imagines? Bon, à l'époque, l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais malgré tout, c'est effectivement jeune pour réaliser un projet d'une telle ampleur. Oui, il a été influencé par l'architecte français Durand, dit Marion, alors que tous deux sont arrivés devant le fronton central. Si nous nous plaçons ici, explique-t-elle en traînant Paul vers le centre de la place, tu pourras voir la grande baie vitrée en arc de cercle là-haut, dit-elle en montrant la façade. C'est un exemple du style de Durand. Et Dirk de Frey, un architecte de Gand, a respecté ce style lorsqu'il a supervisé la rénovation de la maison là-bas, dit Marion en se retournant vers la rue du Marronnier. Tu vois la baie vitrée au dernier étage? Ah oui, elle est aussi en arc de cercle. Oui, pour revenir au Grand Hospice, ils en avaient à peine entamé la construction que déjà ils devaient modifier les plans car le sol était marécageux. Partous a réussi à contourner ces difficultés en bâtissant des caves voûtées. Grâce à cela, outre la stabilité et la sécheresse qu'elles ont apportées au bâtiment, elles sont devenues une source de revenus supplémentaires pour l'administration des hospices puisqu'elles ont été louées aux brasseurs. On appelle d'ailleurs la cour à l'est la cour des brasseurs. Malin. Eh oui, il y a eu aussi toute une histoire avec la construction de la chapelle. Les députés estimaient qu'elle était trop petite pour accueillir tous les pensionnaires. La capacité prévue était de 800 personnes. Donc, ils ont demandé de démolir la chapelle, qui était déjà à moitié construite, et d'en reconstruire une plus grande et de prévoir une galerie pour les infirmes. L'administration des hospices trouvait cette dépense inutile, puisque l'église du Béguinage n'est qu'à une centaine de mètres d'ici. À cela répondent les députés que les paroissiens risquent d'être incommodés par la vue des pensionnaires de l'hospice, ce que les administrateurs trouvent déplacé. L'hospice accueille à cette époque 500 personnes, dont seule la moitié est valide, et la chapelle peut en accueillir 240 si l'on ouvre les salles contiguës. Finalement, il a fallu que l'administration des hospices adresse une supplique au roi, qui lui a donné raison. La chapelle a été maintenue dans son plan primitif, mais ils ont prévu qu'elle soit ouverte sur les 3 salles de réfectoire qui l'entourent. Ils ont construit un mur incurvé en forme d'abside dans le réfectoire des femmes et à l'étage, une galerie a effectivement été aménagée pour les infirmes. Eh ben, quelle histoire! Et on ne la voit pas, cette chapelle? Non, on ne la voit pas de l'extérieur. Il paraît qu'elle reçoit le jour d'en haut et est décorée de colonnes ioniques. Je ne l'ai jamais vue. J'ai vu le bar. Pas vraiment la même chose, dit Paul, l'interrompant dans un éclat de rire. Quoique, le dimanche, traditionnellement, la moitié des gens étaient à l'église et l'autre au café. Non, dit Marie en riant aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais bien voulu voir la chapelle aussi, mais je n'ai vu que le bar. C'était impressionnant. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Il est resté intact. Même les chaises étaient d'époque. Tof, ja. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas des comiques, hein. Tout devait être nickel. C'était presque comme une prison. Les pensionnaires de l'hospice étaient séparés selon leur capacité physique. Les vieillards valides qui pouvaient marcher et sortir vivaient au rez-de-chaussée. Les vieillards et infirmes qui gardaient le lit vivaient au premier étage et les cancéreux et hideux qu'il fallait cacher du regard, dit Marion en mimant les guillemets, étaient isolés dans un pavillon indépendant. Pour éviter le fléau de l'oisiveté, les vieillards étaient stimulés au travail. Les valides étaient obligés d'effectuer des tâches ménagères, faire leur lit, entretenir leurs habits, mettre et débarrasser les tables, nettoyer les légumes, allumer les feux. Certains travaillaient même au profit de l'établissement dans des ateliers de couture ou de cordonnerie. Ils n'étaient autorisés à sortir qu'une fois leur tâche achevée, devaient déjà rentrer à 11h30 pour préparer le réfectoire,
et ne pouvaient repartir qu'une fois tout le service terminé. Et s'ils arrivaient en retard, ils étaient privés de repas. Ça ne rigolait pas, dis donc. Non. En plus, ils étaient exclus de la société. Pour les valides, les visites étaient interdites et ils étaient obligés de porter les vêtements de l'hospice pour être facilement reconnaissables à l'extérieur. Pour être sûr qu'ils se conduisent bien, l'alcool était interdit. Les disputes et les injures aussi, et il était surtout interdit de mendier. Toute infraction au règlement entraînait de sévères punitions qui allaient jusqu'à l'enfermement. Non. Si. Il y avait des cellules de détention où on enfermait les coupables pour une période allant de 8 jours à 1 mois, même les infirmes et les malades. Réagit Paul, incrédule. Et pourquoi est-il écrit Hospice Pacheco sur la façade demande-t-il. Du nom de la veuve d'Augustin Pacheco, le gouverneur de Tormonde, Marie-Isabelle Desmarais. C'était une dame qui venait en aide aux femmes pauvres. Conformément à son testament, un immeuble a été construit sur les remparts de la ville, au boulevard Pacheco, que tu connais, non? Il a gardé son nom. Oui, effectivement. L'Institut Pacheco comptait une 40aine de lits, mais ce bâtiment n'a pas fait long feu. Il a été démoli et reconstruit au boulevard de Waterloo. Puis ce bâtiment a lui aussi été détruit pour dégager les abords du futur palais de justice. Les femmes ont été transférées ici en 1888 parce qu'entre-temps les mœurs avaient évolué et on s'est mis à soigner des personnes des deux sexes. Progressivement, l'hospice de l'infirmerie et l'Institut Pacheco ont été réunis sous une direction commune. Ce qui est remarquable, c'est que les bâtiments ont été épargnés lors des 2 guerres mondiales. À l'époque, ils comptaient encore 555 lits. Vu l'état de délabrement des édifices, ils comptaient d'abord les démolir totalement pour y construire un immeuble de 10 étages, ce qui heureusement n'a pas été fait. En 1971, les structures ont été modernisées en conservant les façades extérieures et en 1975, l'hospice a été classé par la Commission des monuments et sites. Les pensionnaires ont été une nouvelle fois transférés en mars 2017 car l'hospice ne répondait plus aux normes. Ah, c'est récent. Il n'y a donc plus de pensionnaires ici. Non, le site sera dédié à du logement, un projet original intergénérationnel qui accueillera à la fois des personnes âgées et des étudiants qui offriront éventuellement leurs services aux personnes âgées ainsi que des familles. Tous les habitants pourront profiter de locaux communs, salle à manger, bar, bibliothèque. Une autre partie du bâtiment deviendra un hôtel pour les patients sortant de l'hôpital Saint-Pierre. Ok. Partouze achève ensuite son œuvre par la réalisation des 16 maisons de cette place du Grand Hospice et de la rue de l'Infirmerie, destinées à des entrepreneurs bourgeois. Tout est conçu en fonction du Grand Hospice. Il a donné à la place une longueur presque égale à celle de l'édifice et il a tracé la rue de l'Infirmerie en lui donnant la même largeur que le pavillon central, comme je te le disais tout à l'heure. Les habitations sont regroupées 4 par 4 derrière une longue façade unique, ponctuée comme l'hospice d'un élément central. Les portes jumelées, surmontées d'un balcon, et de 2 pavillons d'angle à arcades et en légère saillie. Paul profite d'une respiration pour embrasser Marion. Il laisse ensuite le bras qu'il a placé sur l'épaule de sa compagne. Ainsi enlacés, ils poursuivent leur promenade, Marion l'emmenant vers la rue du Marronnier. « Cette maison-ci t'étonne dans cet ensemble, dit-elle, indiquant la façade de l'actuel numéro 33. C'est la cure, conçue en style néo-baroque, en réaction à l'omniprésence du néoclassicisme, mais surtout en harmonie avec l'église dont elle dépend. Et voici la baie vitrée dont je te parlais tout à l'heure, dit Marion, qui tend le bras vers la droite.
Nous pouvons retourner maintenant dans la rue de Laeken. Tu verras qu'on retrouve un peu partout le style de Partous. Faudrait penser à modérer vos pulsions, très cher, ironise Clotilde soudain. À répéter le nom de cet architecte comme ça. C'est un S à la fin, pas un Z. Cette maison-ci était la première maison personnelle de Partous, dit Marion, indiquant le numéro 78, ignorant la voix parasite. Non sans penser, tu es encore là, toi ? Puis, en revenant sur ses pas, elle entraîne Paul vers les numéros 64 et 66 qui correspondent aux premières constructions à vocation commerciale de l'époque. C'était une double maison qui a été construite pour le peintre Lamy. Elle s'ouvrait au rez-de-chaussée par de grandes baies vitrées, séparées par des pilastres et encadrées de 2 portes symétriquement placées aux angles. Wat is pilaster in het Nederlands? Ik ken dat woord niet. Dat weet ik niet. Pilaster zeker? Répond Marion en rigolant. Daarmee ben ik faite. C'est quoi un pilastre en néerlandais? Je ne connais pas ce mot. Je n'en sais rien. Pilaster, j'imagine. Ça me fait une belle jambe. Ce sont comme des colonnes rectangulaires mais collées à la façade. Ah, ok. C'est un peintre qui a racheté le numéro 66. Il a complètement transformé le bâtiment pour réaliser un projet un peu fou de théâtre d'art contemporain. Pourquoi dis-tu que c'était un projet un peu fou? Parce qu'il me fait penser à la maison de Dali. Il a rénové la maison avec beaucoup de goût et une grande originalité. Les portes qui mènent aux toilettes, par exemple, sont complètement démesurées. Ce sont des portes dignes d'un château. Au sous-sol, il fallait consolider le plafond. Il a choisi de faire poser des rails de chemin de fer. Alors, tant qu'à faire, il les a fait aligner exactement aux normes européennes. Il a fait percer la façade arrière pour communiquer avec la maison à la baie vitrée que je t'ai montrée de l'autre côté. Dans la cour, ils ont découvert plein d'éléments intéressants lors des travaux d'excavation. Un puits en pierre sèche, 2 anciennes citernes d'eau en briques, tout un labyrinthe de caves voûtées et une glacière monumentale ouverte par le dessus. Waouh, cool! Ça doit être intéressant à voir. Oui, vraiment, c'est un très bel endroit. Je parle d'un projet fou, mais en même temps, cet artiste a fameusement revalorisé le lieu. D'abord, il a asséché toute cette partie du quartier, pour ainsi dire. Bruxelles a été construite sur des marécages et c'est bien connu que pratiquement toutes les maisons ont des problèmes d'humidité. Il a fait installer à ses frais tout un système d'évacuation de l'eau résiduelle. Et esthétiquement aussi, il a fait rénover la façade en lui redonnant les éléments de symétrie de sa jumelle qui avait été supprimée. Voilà, conclut-elle, nous pouvons aller prendre un verre maintenant si tu veux. Rentrons plutôt, j'aimerais m'allonger un peu. Merci pour cette visite guidée. Tu connais vachement bien l'histoire de ton quartier, félicitations. Ça va, je ne t'ai pas refilé un mal de tête avec mes histoires, s'inquiète Marion. Je sais que mon enthousiasme pour l'histoire est parfois un peu lourd.